Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, quel plaisir de vous accueillir sur El Mararibia. Encore une fois, merci puisque vous êtes nombreuses et nombreux à nous suivre, à suivre cette chaîne, votre chaîne. Et encore une fois, merci pour toutes les images, les informations, les critiques positives, les critiques négatives, car bien évidemment, on en a besoin pour avancer et puis pour pouvoir vous servir au maximum. Encore une fois, ce soir, on va avoir une pensée, nous avons une pensée au nom de la rédaction et de la direction de la chaîne à toutes ces familles algériennes, ce peuple algérien qui est maintenant depuis plusieurs décennies, plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs jours, est vraiment dans des vies, des difficultés de plus en plus difficiles, notamment dans leur quotidien. On va y revenir, on rend hommage à tous ces disparus dans le cadre de la Covid et aussi dans le cadre de ces feux. Aujourd'hui, selon les réseaux sociaux, selon les éléments que nous avons, on compte plus de 210 personnes, enfants, jeunes, personnes âgées qui ont perdu la vie dans le cadre de ces incendies. Donc on a une pensée forte pour eux, paix à leur âme, et une pensée aussi pour les familles qui sont dans la douleur et tant que bien que mal, avec en plus de ces douleurs, essayent de faire au maximum pour subvenir aux besoins de leur famille. L'Algérie entière, je viens de vous le dire, donc maintenant, et certaines de ces régions, de ces wilayas vivent des périodes et des semaines très difficiles depuis plusieurs années. Ces dernières semaines ont été marquées par une forte montée de la Covid-19, une crise sociale sans fin, des difficultés à subvenir aux besoins de première nécessité, pénurie d'eau qui est présente depuis plusieurs décennies, malheureusement, en 2021 en Algérie, mais qui s'accentue de plus en plus, une pénurie de liquidités. Il est très difficile en début du mois d'aller chercher de l'argent pour pouvoir nourrir sa famille, pas d'oxygène, inutile de vous rappeler ce que vit actuellement, et encore aujourd'hui, on a des posts sur les réseaux sociaux qui disent « s'il vous plaît, aidez-nous, où puis-je trouver une bouteille d'oxygène pour sauver ma famille, mon papa, mon enfant, ma maman », puis des feux qui ont ravagé certaines villes, certaines wilayas. Je vous le disais tout à l'heure, une très grande partie de cette belle région, la Kabylie, et je vous le redis, des feux qui ont ravagé donc l'environnement, la faune, la flore, et qui font plus de 210 morts aujourd'hui. Des Algériens et des Algériennes de plus en plus livrés à eux-mêmes, des autorités de plus en plus absentes pour faire face aux difficultés, absentes au quotidien. On va revenir puisque les autorités politiques sont tout de même présentes dans certaines affaires. Voilà, on est en direct, on coupe son téléphone portable. Des autorités politiques qui sont de plus en plus présentes sur d'autres affaires, et c'est ce que suscite énormément aujourd'hui de polémiques. Alors, excès de zèle, de visibilité, des questions qui continuent à se poser. Pourquoi autant d'informations, de propagande, de manipulation autour notamment de l'affaire de l'assassinat de Jamel Ben Smaïn? Une enquête éclair, 61 suspects interrogés devant les caméras. Des questions s'opposent encore aujourd'hui sur la présomption d'innocence, le secret de l'enquête bien évidemment, l'instruction judiciaire, le Haut Conseil de sécurité qui établit directement le lien entre le meurtre donc, de Jamel Ben Smaïn et le MAC, et aussi au niveau des feux criminels en lien aussi avec le Maroc. C'est ce qu'on a pu entendre notamment ces derniers jours. Encore une fois, pourquoi remettre en cause ces mouvements politiques? C'est la question qu'on se pose. Le DGSN qui s'exprime à la place du procureur de la République et pas de conférence de presse. Alors des questions se posent, manipulation, division, enquête. Pourquoi une enquête menée aussi vite? Des feux suspects, des suspects aussi devant les caméras, je vous le disais tout à l'heure. Des feux qui ont ravagé la Kabylie, une région, on va y revenir ce soir, stigmatisée et attaquée maintenant depuis plusieurs décennies. Une question qui se pose aussi, qui a tué les 200 victimes et plus, et qui a provoqué ces incendies? C'est des questions qui se posent énormément aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je rappelle que le ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjoud, a rapidement, le lendemain, le mardi 10 août, lui a qualifié ces feux de criminels. Encore une fois, c'est bien beau, mais aussi rapidement, comment a-t-il fait pour faire une telle annonce sans enquête, sans commission, sans spécialiste sur place? Nous
allons revenir ce soir sur l'affaire Mohamed Abdellah. On lui a consacré encore une fois hier, et c'est ce qu'on fait depuis quelques jours, sur El Marabia, donc qui suscite de grandes interrogations. Comment s'est déroulée notamment son expulsion? Est-ce une expulsion déguisée? Pourquoi et comment a-t-il été récupéré par les autorités algériennes aussi vite? Encore une fois, deux poids, deux mesures, car vous le savez, certaines personnalités politiques, notamment comme Bouchouareb, qui sont en fuite maintenant depuis 3 ans, sont introuvables. Un arrêt international, un mandat d'arrêt international donc a été lancé depuis 2019. On reviendra bien évidemment sur cette annonce officielle, terminer les relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. On reviendra aussi l'ENTV qui a qualifié les jeunes de Kabylie, notamment les jeunes faisant partie de la Kabylie, de région terroriste, alors qu'il vient de faire un démenti en s'excusant. Et il voulait tout simplement dire que ces jeunes-là ces jeunes de Kabylie faisaient partie d'une organisation terroriste. Donc le mot de région a été remplacé. On reviendra aussi rapidement sur l'INA TV, à la chaîne Arabia, Jazeera One, France 24 qui a été squeezé, El Bilad TV aussi pour une semaine. On se posera les questions, est-ce que c'est réellement pour des questions déontologiques ou des questions d'agrément ou c'est pour des raisons politiques? Hommage aux personnes disparues dans le cadre de ces incendies et on se retrouve tout de suite après. شفتك ترسم في ورد ابيض متشابك تحت السما زرقاء قالوا لي من وقتك كنت تمد وتهاون جميع من تلقاه ما عرفتكش ولكن ما تأكد حسن فعلك في كل زنقة شفتك تقول احنا اليد في اليد تعلم وتغني للأفارقة بلادي الجزائر ما أدري واش صاير بلادي الجزائر ويا بلادي بلادي الجزائر ما أدري كاع واش صاير بلادي الجزائر سمعت عليك خير الكلام زين قالوا بار بوالديه وحنين شفت إنسان عاقل ورزين ومسالم إلى آخر حين راني نواسي قلبي الحسين ودموع تجري من العينين اختارك رب العالمين تكون في الجنة مع الصالحين بلادي الجزائر ما أدري واش صاير بلادي الجزائر يا بلادي بلادي الجزائر ما أدري واش صاير بلادي الجزائر بغيت يا بلادي رسالتك رسالة سلام فيها الأمل فيها الأحلام تشوف الجزائر ديما القدام ويضوي في السما العلا احنا حلمك رايحين نحقوه واش تمنيت في عينينا نحطوه طريق الحق عمر ما نخطوه والمنكر بالمحبة نطفوه اسمع لا مسمى يا جمال وفيك تجمع تجويد الخصال انت فنان تتفكرك الاشياء في الانسانية درس ومثال نطلبوا من الله يصلح الاحوال رقد هاني مرتاح البال الجزائر مات عليها رجال وباش يفرقونا محال وما أدري كاع واش صاير بلادي الجزائر يا بلادي بلادي الجزائر ما أدري كاع واش صاير بلادي الجزائر يا بلادي يا بلادي ويا بلادي بلادي الجزائر ما أدري كيف صاير بلادي الجزائر ويا بلادي
Si vous venez de nous rejoindre, il est 18h44 en Algérie, 19h44 en France. Bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de Microscoop. L'actualité est chargée ce soir. On va essayer d'évoquer tous les points, les éléments de points que j'ai pu vous évoquer tout à l'heure, et une pensée à toutes ces personnes qui malheureusement sont décédées dans le cadre de ces incendies. Avec nous sur le plateau, Hassan Herache, militant politique, économiste. Bonsoir Hassan Herache. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Nora Bekouche, bonsoir, hirakiste, militante, merci d'être avec nous. Bonsoir Chaben, bonsoir aux téléspectateurs, merci pour l'invitation. Anis Selkama, psychologue, militant politique, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation et puis je salue mes camarades ici présents et tous les téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie, c'est la chaîne car encore une fois, c'est grâce à vous qu'on essaye d'apporter des éléments de réponse. Et merci à nos invités d'Algérie, du Canada, d'Angleterre qui sont souvent avec nous, et de Belgique avec nous. Le docteur Mohamed Lamine Chiban. Bonsoir docteur. Bonsoir, c'est Chaben et je salue vos invités. Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. Merci d'être là, docteur. Ce soir, on va revenir bien évidemment avec mes invités sur le plateau un peu sur la position des autorités politiques qui se préoccupent, qui s'acharnent énormément sur ces affaires autour de l'assassinat de Jamel Ben Smaïn, mais aussi autour des suspects. Encore une fois, le Maroc. Aujourd'hui, on remet de l'actualité chaude. On essaiera tous les trois sur le plateau de se poser cette question. Pourquoi autant peut-être de propagande, pourquoi autant de communication, pourquoi autant d'informations, alors que le peuple algérien est en train de vivre un quotidien de plus en plus difficile, qu'il a besoin d'actions précises des autorités politiques, qu'il a besoin d'actions précises pour des moyens en termes de santé. Je rappelle que les feux ne sont pas terminés. Donc je voulais vraiment commencer cette émission avec vous, car en tout cas pour moi et pour la rédaction, le plus important, c'est les Algériens, leur quotidien. D'un point de vue général, avant d'évoquer avec vous le côté sanitaire, cher docteur, comment vivent les Algériens aujourd'hui? Quel est leur quotidien? Il y a la crise sanitaire, il y a aussi on a beaucoup de mal à subvenir, à trouver à subvenir à ces besoins primaires, notamment en termes d'alimentation, de santé. Il y a encore les feux qui continuent. D'un point de vue général, quelle est la situation de vie des Algériens et des Algériennes? Oui, Chaben, effectivement, nous vivons des moments pénibles en Algérie, en dehors de ce que nous perdons parmi le personnel d'abord médical. Est-ce que vous savez, c'est Chaben, que depuis le début de la pandémie, donc en espace d'une année et demie, nous avons perdu 304 médecins. Et parmi les 304 médecins, tous corps confondus, médecins, dentistes et pharmaciens, nous avons perdu 24 professeurs, 24 éminents professeurs en médecine. Nous avons perdu 82 spécialistes. Et le reste, c'est à peu près 250 médecins, dentistes et pharmaciens. Alors je voudrais rendre hommage à tous ceux, à tous ces médecins et au corps paramédical. Et puis nous perdons chaque jour des citoyens. Aujourd'hui, nous avons perdu donc 30 selon les autorités sanitaires, nous avons perdu 30 et plus de 500 contaminés. Il est vrai que nous éprouvons beaucoup de difficultés au niveau des hôpitaux. Il y a toujours ce problème d'oxygène qui persiste, qui perdure. Il y a surtout aussi un manque flagrant des médicaments, même les réactifs pour faire les analyses au niveau des laboratoires privés qui manquent, que ce soit pour faire les dédimères, que ce soit pour faire la sérologie, pour faire tout ce qui est PCR, ça manque. Ça manque. Alors des fois, c'est pratiquement une semaine, 10 jours que les malades attendent et qui sont Covid et qu'ils attendent, ils sont vraiment Covid, et on attend que les réactifs nous viennent, je ne sais pas d'où, de France ou d'Europe. Donc bon, mais il est vrai que, alhamdoulilah, il y a une légère accalmie. Depuis pratiquement une semaine, nous pouvons respirer. Et là, ça ne veut pas dire qu'il faudrait donc baisser le bras. Il faut toujours garder les gestes barrières. Ça, c'est un point positif pour nos médecins, parce que vraiment, le corps médical, il est réellement, il est épuisé. Et il a besoin de se reposer durant ces quelques jours avant la rentrée scolaire.
Quant à la vaccination, c'est Chaben, nous sommes encore très loin. Je vous cite la déclaration du Wali de Constantine aujourd'hui, quand il dit que pour la wilaya de Constantine, à mon avis à peu près 1 million d'habitants, il n'y a que 160 000 personnes qui ont été vaccinées. Alors vous savez, vous voyez que nous sommes pratiquement vers 1,5%, 1,5%, même pas 2%. Quand on se compare à d'autres pays, nous sommes très très loin encore. Mais toujours est-il, nous gardons espoir. Vous gardez espoir, vous parlez effectivement d'un personnel épuisé, saturé aujourd'hui, qui tout de même anticipe et qui n'a pas envie de dormir sur ses lauriers parce que la situation, elle est loin d'être terminée. On pense aussi à tous ces médecins, ces spécialistes, 82 spécialistes, des dentistes, des pharmaciens, des professeurs. Question un peu simple, est-ce que, alors on n'entend plus parler du ministre de la Santé, Ben Bouzid, est-ce qu'il y a des actions tout de même sur le terrain? On a aujourd'hui le DGSN, on a toute une panoplie d'informations sur le Maroc, le MAC, Rachad, les suspects, etc. Mais des questions plus importantes aussi se posent pour les Algériens. Est-ce que le ministre de la Santé met des actions en place sur le terrain? Est-ce que vous êtes soutenu? Est-ce qu'il est en vacances? Excusez-moi cette pointe d'humour. Y a-t-il des choses qui bougent? Parce que depuis 2 ans, on sait très bien que l'Algérie, malheureusement, ce sont les images qui l'ont prouvé. Les décès, vous parliez du corps médical, mais il y a toutes ces familles, tous ces hommes, ces femmes, ces enfants, des jeunes qui ont perdu la vie dans le cadre de la Covid. Est-ce que le politique, notamment le ministre de la Santé, a annoncé des actions et est-ce qu'elles sont concrètes ou nada? C'est Chaben, vous savez que l'Algérie est classée pays rouge, classé rouge. Au même titre que le Brésil et l'Inde. Et donc, réellement, nous ne sommes pas du tout accueillis à bras ouverts dans le monde, en Europe, vu justement notre gestion désastreuse. Et j'assume ce que je dis concernant la vaccination, je ne suis pas le seul. Beaucoup d'éminents professeurs qui ont déclaré, qui ont dit que nous n'avons pas su dès le départ prendre le taureau par les cornes. Mais toujours est-il, et nous gardons espoir. Parce que je vous rappelle encore une fois que l'usine que nous attendons, et j'espère qu'elle va incessamment donc commencer à produire le nombre de doses suffisant, pratiquement 2,5 millions de doses par mois. Et donc là, c'est une lueur d'espoir. Aussi, le peuple algérien, la population, elle prend acte. Et vu les dégâts, et vu le nombre de morts, parce que ce que nous disent les autorités, il faut multiplier, comme l'a dit un professeur en médecine, par 30, et encore, pour trouver réellement le chiffre exact. Nous avons toujours nié tout cela. Et donc là, réellement, nous constatons un afflux sensible des citoyens vers les centres de vaccination. Et là, c'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre. Il faut se faire vacciner. Donc, tant bien que mal. Ce sont les annonces, ce sont les annonces dernièrement du ministre de la Santé. Je crois qu'on parlait de 9 millions de vaccins pour le mois d'août. Bon, le mois d'août se termine. Mais est-ce que vous, en tant que médecin, est-ce que réellement les moyens sont mis en place? Parce qu'on sait très bien la logistique que ça demande. D'ailleurs, il ne suffit pas seulement de recevoir les vaccins. Il y a toute une organisation, système d'informatique. Il faut s'inscrire, il faut avoir rendez-vous. Faut qu'il y ait du personnel protégé. Est-ce que ces vaccins sont arrivés et est-ce qu'il y a une campagne notamment de communication pour faire vacciner les Algériens et les Algériennes et puis est-ce que le dispositif est prêt? C'est vrai que nous, depuis ces dernières semaines, on n'entend pas beaucoup parler, les autorités, je le disais, ne se préoccupent plus du tout de ce sujet, donc on ne voit quasiment plus, voire pas du tout d'informations ni d'images. Donc est-ce qu'il y a réellement... Ces vaccins sont-ils là? Est-ce qu'il y a un dispositif derrière, un accueil mis en place pour faire vacciner la population algérienne? Pour être sincère, c'est Chaben, tout à fait. Non, les vaccins sont présents, ils sont disponibles et la population, elle se présente et elle se fait vacciner. Pour cela, alhamdoulilah, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes pris très tardivement, mais maintenant, si, quand même, il y a tout ce que vous venez de dire est présent. La logistique est présente. Bien sûr, nous n'allons pas nous comparer à la Turquie. Les Turcs, qu'est-ce que vous savez?
qu'ils ont permis dans les hôpitaux publics qu'il y ait deux tests obligatoires qui sont gratuits au niveau des hôpitaux publics pour le personnel enseignant. C'est-à-dire, tout le personnel enseignant, qu'il soit primaire, moyen, et secondaire et universitaire, il a droit à faire deux tests pour s'assurer qu'il n'a pas encore été vacciné et qu'il est temps qu'il se vaccine. Bon, on est très loin de la Turquie, on est très loin du Maroc. Réellement, on vient d'apprendre la rupture des relations diplomatiques. Là, c'est une désolation. Mais toujours est-il que le peuple algérien, il est frère au peuple marocain. Il reste maintenant les gouvernants. Ils s'assument entre eux. Mais là, il est vrai que si Chaban, alhamdoulilah, vous voyez, on est arrivé nous sommes le 24 août, vers la mi-août, nous étions à 1500, selon les statistiques sanitaires du pays, nous étions à 1500 contaminés par jour. 1500. L'Inde en a à 512. Vous voyez, donc ça a baissé du tiers. Alhamdoulilah. Donc nous gardons espoir encore une fois. Mais en tout cas, alors, il y a ces chiffres. Il y a ces chiffres en Algérie. Oui. On sait très bien que malheureusement, c'est compliqué d'avoir des chiffres parce que le système de statistiques n'est pas organisé, que ce soit pour n'importe quel secteur. En tout cas, vous ressentez tout de même une accalmie dans les hôpitaux, dans les cliniques. Vous ressentez tout de même le personnel médical plutôt optimiste, plutôt apaisé, j'ai envie de dire. Tout à fait, c'est Chaban, alhamdoulilah. Mumkin 'and Rabbi subhanahu, mais alhamdoulilah ya Rabbi, surtout pour nos collègues, nos confrères et nos consoeurs que nous perdons tous les jours. Alhamdoulilah, je vous dis, nous sommes à 500 contaminés par jour alors que nous étions à 1500. Quand on se compare au Maroc, ils sont à 3000 aujourd'hui. Ils étaient à 9000, à 10 000 contaminés par jour. Donc, ça, si on prend compte les statistiques et ce que déclarent les autorités sanitaires algériennes. Voilà. Très bien, merci. Y a-t-il une avancée avant de vous libérer sur ces bouteilles d'oxygène? Il y a eu des images qui nous ont meurtris. Moi, le premier, en 2021, on essaye de transporter des bouteilles d'oxygène toutes rouillées sur son épaule. Est-ce qu'il y a des avancées là-dessus? Est-ce qu'enfin, les hôpitaux commencent à avoir de l'oxygène sans qu'on puisse aller mendier ou chercher, je ne sais où, de l'oxygène? Il y a toujours ce problème d'oxygène. Et alhamdoulilah, grâce aux bienfaiteurs et grâce à la diaspora qui a permis quand même d'envoyer des centaines de concentrateurs d'oxygène de 5 litres et de 10 litres, et grâce aux opérateurs privés qui sont à féliciter, un grand bravo pour eux, les opérateurs locaux qui ont mis à la disposition donc, de certains hôpitaux des générateurs. Donc, on constate quand même qu'il y a un léger mieux. Mais l'oxygène persiste toujours. Moi, personnellement, je suis médecin. J'ai reçu ce matin un malade auquel sa maman devait avoir, elle est arrivée à une saturation à 84%. Elle devait faire de l'oxygène. Et ben, il a couru partout. Il m'a caché l'oxygène. Il y a toujours ce problème d'oxygène. Je ne peux dire plus que cela. Le problème est toujours posé. L'oxygène manque dans notre pays. Voilà, c'est cher. Merci, docteur Mohamed Lamine Chiban, d'avoir été avec nous. Il était important pour nous et pour moi de vous avoir, notamment pour avoir un peu un contexte dans quelle situation vit actuellement le peuple algérien, parce que c'est vrai que les médias aujourd'hui, les informations, ce qu'expriment les autorités politiques en Algérie, c'est notamment énormément sur toutes ces affaires. Nora Bekouche peut-être, Hassan Hiresh, Anis El Khama peut-être pour commencer une pensée, un hommage à ce peuple algérien qui vit actuellement des périodes difficiles. On a entendu un petit peu la liste longue au début. C'est vrai qu'on a un pincement au cœur et on ne sait pas par quoi commencer. Peut-être au lieu de dire qu'est-ce qui ne va pas en Algérie, qu'est-ce qui ne va pas, dire qu'est-ce qui va. Finalement, rien ne va. Et c'est là toutes nos pensées, nos condoléances à toutes les familles, que ce soit de par la crise sanitaire, Covid, les incendies, les détenus, les familles des détenus. On ne sait plus où donner le lynchage
Jamal Ben Sebaïn. Donc, à peine, enfin, voilà, on est un petit peu embarqué dans un tourbillon de crise et de malheur. Donc, on est un peu, c'est vrai qu'il y a de la tristesse, de la colère, hein, et aussi ce sentiment de la frustration, beaucoup de frustration, parce qu'il y a aussi un sentiment d'impuissance. On essaye d'aider, on est un petit peu perdu, quoi. Mais comme on dit, la vie continue. Donc mes pensées et mes condoléances à toute l'Algérie, en fait, pour n'oublier personne, parce que je pense qu'il n'y a pas une famille en Algérie qui n'a pas été touchée de près ou de loin par ces tout ce feux qui et se passe. cette Covid. Ouais. Alors, une chose qui va malheureusement avec autant d'intensité, alors quand je dis malheureusement, c'est qu'on pourrait s'en passer, en tout cas avec autant de force, c'est cette solidarité. Et heureusement qu'elle est présente. Hassan Hiraj, peut-être une réaction sur ces semaines, ces jours que vivent et que passent les Algériens, les Algériennes. C'est vrai que c'est extrêmement difficile, hein. Moi aussi, j'aimerais renouveler mes condoléances les plus attristées à toutes les familles endeuillées, aussi bien celles qui ont été touchées par la Covid-19 que celles, évidemment, qui ont été touchées par les incendies criminels, et toutes les familles qui sont touchées aussi dans leurs biens, qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur cheptel, qui ont perdu leur verger, etc. C'est une tragédie. Moi, je suis un enfant de la guerre, ça me rappelle vraiment l'opération Jumelle. Et moi, j'ai un souvenir, je n'en ai jamais parlé, mais quand l'armée française a détruit notre maison et que j'étais à l'intérieur avec ma mère, et mes sœurs, donc je me souviens très très bien de cet acte. Ils ont mitraillé la voiture de mon père, et voilà, mon père a perdu sa vie aussi. Et donc je vis exactement ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, donc je me mets à la place de ces gens-là. C'est vraiment les opérations jumelles. Et ça me rappelle également 2001, parce que là aussi, 128 morts ont été lâchement assassinés par les gendarmes de cette Algérie que nous voulons toujours qu'elle se métamorphose, qu'elle change de visage, qu'elle devienne un pays paisible. Moi, j'en appelle vraiment à toutes les autorités pour revenir à la raison. À la raison, parce que le peuple algérien ne peut plus subir ça. Je suis convaincu qu'au sein des hommes, des femmes qui dirigent ce pays-là, il y a quand même des bonnes volontés, des gens qui voudront que l'Algérie vive autre chose que les cauchemars qui succèdent aux cauchemars, les drames qui succèdent aux drames. Mais l'heure aujourd'hui est venue à la réconciliation, l'heure est venue à l'apaisement, l'heure est venue, et non pas justement à la surenchère. Cette rupture diplomatique, par exemple, avec le Maroc, je pense que ça fait partie des enchères. Cette surmédiatisation officielle de notre ami et victime, le grand artiste Jamal Ben Ismail, ça me rappelle Germah Massinissa. C'est exactement la même stratégie, c'est-à-dire la stratégie du chaos, de comment désigner une région, de comment désigner des coupables, etc., de comment mettre les communautés les unes contre les autres, etc. Tout ça, ce n'est plus possible. Il faut que l'Algérie redevienne exactement comme ce que demandait le Hirak dans la rue, Silmiya, Silmiya. Il faut que ce slogan salvateur atteigne les réseaux sociaux et atteigne aussi les réseaux décideurs. Silmiya, Silmiya. L'heure est venue de calmer les choses, de venir à l'apaisement. Le peuple algérien n'en peut plus. Les enfants d'Algérie n'en peuvent plus. Vous gardez la parole, hein, et je vous redonnerai la parole, Nora Bekouche. Et juste après, Anis El Khama, vous dites vous êtes convaincu, et c'est bien, vous faites preuve d'optimisme, qu'il y a des âmes positives, généreuses, conscientes dans ces autorités politiques pour essayer d'apaiser, peut-être de réconforter. Mais est-ce que vous êtes réellement convaincu quand on sait que là, la Covid n'a pas été préparée, qu'on a tout de même des autorités politiques qui ont été absentes pour soutenir le peuple
pendant les incendies et actuellement, dans le cadre même voilà, de dégainer rapidement une réponse pour avoir des canadaires, enfin, il y a eu quand même là des moments sur ces dernières semaines où on a quand même des autorités qui ont été absentes sur des décisions ou un ambassadeur qui instaure une certaine bureaucratie alors qu'il doit affréter des avions rapidement en disant venez, venez, aidez-nous. Vous êtes réellement convaincu que dans cette... C'est bien, dans cette politique, dans ces responsables politiques, il y a aujourd'hui des âmes qui ont envie de bouger? D'abord, j'ai entendu les paroles apaisantes et combien responsables et extraordinaires de Nordin Ben Smaïl, Oui, bon. le père de la victime. J'ai entendu aussi... On va juste les rappeler, c'est important. Oui. Voilà ce qu'a dit Nordin Ben Smaïl lorsqu'il est allé notamment récupérer la dépouille de son fils. Donc c'est le fils, c'est le papa de Jamel Ben Smaïl, ce jeune de 32. Il est très jeune, il est artiste dans l'âme, j'ai plus son âge. Voilà ce qu'a dit son papa. Nous ne voulons pas la fitna, les Kabyles sont nos frères. J'ai perdu un fils et j'ai gagné une wilaya. La mort de mon fils rassemblera les Algériens. Vous avez tout à fait raison. Voilà, ça me rappelle exactement les paroles de Khaled Germach, le père de Massinissa Germach. Et j'ai dit sur vos plateaux la dernière fois que j'aurais voulu que symboliquement Khaled Germach et Nordin Ben Smaïl se rencontrent. C'est un symbole pour notre pays, L'appel pour est la lancé, réconciliation. on va essayer de... Absolument, symboliquement. Alors, est-ce que vous pensez, vous étiez parti pour, est-ce Après, que vous pensez et je vous laisse terminer là-dessus, est-ce que vous pensez réellement que les autorités politiques vont rejoindre ce message? Écoutez, vous savez, l'être humain, il n'est jamais seulement le diable. Il est à la fois le diable et le bon Dieu, l'ange et le démon. Parce que là, on aurait pu avoir un chef d'État ou un ministre dire voilà le message qu'il faut faire passer, voilà cette belle Algérie, voilà cette unité. On ne les a pas entendus. Vous savez, là-dessus. quand j'entends le maire d'Alger, je ne me souviens pas de son nom, mais le maire d'Alger Centre qui a fait une intervention et qui a appelé justement non seulement à l'apaisement, mais qui a organisé de l'aide pour la Kabylie, qui a envoyé, c'est extraordinaire, du fourrage pour ce qui reste justement du cheptel en Kabylie, parce que là aussi, il faut y penser, parce que c'est une destruction massive. On a voulu faire de la Kabylie Hiroshima. On va en parler tout à l'heure. Est-ce que cette Kabylie, elle fait peur? Tentative aussi de division. Juste rajouter. C'est juste pour équilibrer le temps de parole, sinon après je vais devoir Je vais vous dire pourquoi j'y crois. Parce que Aït Ahmed a été considéré comme terroriste à un moment. Les mêmes, je dis bien les mêmes qui l'avaient considéré comme terroriste, lui ont rendu non seulement hommage, mais ont organisé un deuil national à la mort d'Aït Ahmed. Donc voilà, il y a espoir que ces autorités-là reviennent à la raison. Il faut qu'on les appelle à la raison. Alors, peut-être un hommage, et je voudrais vraiment aussi qu'on réagisse sur cet optimisme de Hassan Hiresh, parce qu'on a tout de même, alors c'est un constat que nous faisons, vous le disiez, vous l'avez très bien dit Nora Abekouche tout à l'heure, c'est que de rebondissement en rebondissement, ce sont des moments difficiles, des moments douloureux pour les Algériens. Et depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, le chef de l'État est arrivé un 12 décembre. Et depuis, on ne sent pas tout de même un réconfort d'essayer d'unir ce pays, de s'ouvrir au Hirak, etc. Mais on peut en débattre. Permettez-moi d'ajouter juste un mot. 30 secondes, Juste, vraiment. oui, Sinon, 30 après, je vais devoir vous Vraiment, oublier quelques temps. Juste rajouter que pour un même fait, c'est-à-dire le port du drapeau à Mazir. Oui. Il y a des juges qui ont condamné très sévèrement et lourdement ces porteurs de drapeau à Mazir. Et il y a des juges qui ont libéré immédiatement ces porteurs et ils ont même exigé qu'on leur restitue le drapeau à Mazir. Donc je souhaite que ce soit ces juges-là qui jugent les prévenus, justement, qui ont été arrêtés dans toutes ces affaires. Une pensée émue toujours aux familles des victimes et des divers crimes récents. Parce que pour moi, c'est des crimes d'incompétence qui ont frappé l'Algérie. Ce ne sont pas les incendies, ce n'est pas le Covid en tant que tel, bien sûr que ça fait des morts, mais c'est sa gestion qui a créé autant de morts. Incompétence ou volontairement, ou indirectement volontaire? Je pense vraiment que c'est lié à l'incompétence, ça c'est mon avis. Alors ça va fort comme incompétence, parce que pendant 2 ans, il n'y a pas eu de préparation. Oui. Bien sûr, ça va fort en incompétence. Ce n'est pas depuis le Hirak qu'on le dit, c'est même avant, c'est depuis 1963 pour certains militants de l'opposition, qui disent que cette bande-là de mafia qui s'est emparée du pays
un certain été 62 ne l'a pas fait pour pouvoir servir le peuple. Ils l'ont fait pour pouvoir servir leurs intérêts propres. Et on est toujours dans cette malheureuse phase de notre chère Algérie. Si j'ai à faire une métaphore, je dirais que l'Algérie est en train d'accoucher et elle vit d'immenses douleurs. Et cette succession de crimes et cette succession de convulsions ne font que montrer que ce régime-là est à l'agonie. Il est intéressant aussi, c'est ce que vous avez fait, de savoir et d'apprendre à prendre du recul. Surtout parce qu'en ce moment, on est noyé sous les drames, on est noyé sous l'actualité macabre. Il est important, comme vous l'avez fait, de resignaler qu'il y a encore ce problème-là de Covid, qui est l'expression de fond de cette incompétence-là, qui est l'expression qu'il y a un problème systémique, que ce n'est pas juste un problème ponctuel, que ce régime-là criminel, lorsqu'il est confronté à des problèmes, il n'arrive même pas à trouver des solutions ponctuelles, et que par la suite, même lorsqu'il a le temps de pouvoir se parer par rapport à cela, on parle toujours des tests PCR alors que les composants, les réactifs existent depuis 2 ans. Là, on parle encore d'oxygène alors que cette crise-là, on l'a vu venir même avant le Covid. On va rappeler la fameuse vidéo où un docteur dans le CHU d'Oran, je crois, avait interpellé un wali. Il a dit que voilà, on n'a pas d'oxygène. Donc tous ceux qui nous critiquent, qui nous disent, voilà, vous êtes tout le temps négatif, vous ne faites que ressasser des choses négatives. Bon, ce régime-là, quand même, ce système-là, arrive peu ou prou à sauver certaines vies, etc. On a quand même des hôpitaux. Mais excusez-moi de rire doucement, les hôpitaux qu'on a sont très mal gérés. Vous avez beau avoir... Bon, on a 14 grands CHU en Algérie et on a beaucoup, c'est vrai, une grande couverture de polycliniques et de cliniques, etc. Mais c'est très mal géré. Vous avez beau avoir des hôpitaux ou des cliniques, si c'est mal géré, si les personnes qui sont aux commandes sont là parce qu'elles sont parachutées, j'ai parlé de certains directeurs et aussi au niveau des ministères, vous avez beau avoir du matériel, ce matériel-là est souvent volé. Et franchement, si on rentre dans ce domaine-là, il y a beaucoup de choses, énormément de choses à... On va rappeler aussi que dans le sud algérien, on a envoyé du matériel de scanner qui coûte hyper cher. Souvent, soit il est volé, soit il n'est pas utilisé et laissé à l'abandon, et ensuite, il est détruit à cause d'incompétence. Donc c'est de l'argent des deniers publics qui est normal. C'est un double crime. On vole, je veux dire, on délapide des deniers publics, et en même temps, on ne vient pas en aide aux gens. Donc, lorsqu'on me dit que peut-être qu'il y a complot, etc., peut-être, moi je ne sais pas, enfin, il est très difficile de mettre la lumière sur la réalité, sur la vérité, sur ce qui se passe en Algérie actuellement. Mais rien qu'en décrivant l'incompétence et en prenant un peu de recul, en essayant d'avoir cette image-là globale, on voit que c'est la chute d'un empire, et non pas un empire au sens positif. C'est la chute c'est la chute de Babylone, quoi. On est en train de voir, lorsqu'on disait qu'on espère que lorsque ce régime-là va chuter, il ne va pas emporter l'Algérie avec lui, là on n'en est pas sûr. Est-ce qu'il y a des gens qui sont, dotés de bonnes intentions, ou bien qui pourraient être interpellés? Je dirais qu'on est condamné à être optimiste finalement, parce que sinon ça serait la guerre civile. S'il n'y a pas des gens à l'intérieur du régime qui se disent à un moment donné, classe, c'est fini, on ne peut pas continuer comme ça, il faut amorcer une période de transition, il faut aller vers des discussions qui, je rappelle, n'ont jamais été amorcées de la part du régime. On nous traite, nous, d'être radicaux, d'être nihilistes, de ne jamais proposer. Je rappelle qu'il y a eu au moins 40 propositions, 40 plateformes de transition à travers une assemblée constituante. Si on n'aime pas l'assemblée constituante, à travers un quorum présidentiel ou un présidium, si on ne veut pas cette solution-là, à travers une transition, moitié constituante, moitié présidentielle. Je finis juste sur ça. Ce n'est pas par manque de propositions des gens du Hirak, ce n'est pas par manque de propositions de la société civile. Je peux être témoin, j'ai fait partie de certains groupes qui ont proposé des solutions. C'est ce régime-là qui, au lieu d'aller communiquer avec la société civile et d'amorcer une phase d'apaisement tout d'abord et ensuite une phase de négociation, parce que je suis réaliste et je fais même partie des gens qui disent qu'il faut une amnistie par rapport à certains généraux, parce que sinon ils vont détruire l'Algérie.
si on ne fait pas cette amnistie-là, ils sont prêts à tous nous détruire. Certains de leurs comment dire, influenceurs, le mot est trop fort pour eux, disent on est prêt à tuer 20 millions de personnes. Je parle de Benzdera, ce fou-là qui est en Angleterre. Donc, face à ces gens-là, je termine sur ça, face à ces gens-là, on est forcé à l'optimisme et on est forcé aussi à la prudence. Nora Bekou, on ne vous a pas beaucoup entendu, on va vous entendre maintenant. Vous pouvez réagir sur ce qui s'est dit, sur cet optimisme. Je voudrais aussi qu'on rappelle et qu'on évoque, parce que les thématiques, on va essayer de décomposer un peu les différentes thématiques ce soir. L'affaire de Mohamed Abdellah, donc il est depuis 3 ans ex-gendarme, il a 33 ans, Mohamed Abdellah, ancien sous-officier de la gendarmerie qui a introduit une demande en asile politique, notamment en Espagne, il y a 2 semaines, dans un centre de transit. Donc il a été placé près de Barcelone. Selon la Guardia Civile espagnole, le décret portant extradition du jeune homme a été signé notamment dans la nuit de vendredi dernier. Mohamed Abdellah est devenu youtubeur depuis son arrivée en Espagne et notamment il était recherché pour terrorisme par les autorités algériennes. Hier, le procureur de la République de Sidi Mohamed à Alger a ordonné le placement sous mandat en dépôt de l'ex-gendarme Mohamed Abdellah au terme de son audition. Il est aujourd'hui à El Harraj. Donc les questions, alors on peut revenir sur son affaire. On a eu le plaisir et merci encore une fois à Assia Guéchoud hier qui nous a consacré du temps pour essayer d'évoquer le contenu de cette affaire. Mais on y reviendra sur El Maralibiya parce qu'on va en savoir un peu plus avec ses avocats. Mais peut-être dans la forme encore une fois sur cette affaire-là. Et on évoquera les autres affaires. Ça s'est fait rapidement. On parle aussi d'une expulsion déguisée aujourd'hui. Ça s'est fait très rapidement entre l'Espagne et l'Algérie. Alors on sait bien évidemment que l'Espagne est un pays indémocratique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis il y a aussi ces 2 poids, 2 mesures qui sont repris. On a Bouchouareb, on a Cheikh Prelil aujourd'hui. Où sont-ils ? Le général Nezal, j'en parle même pas parce qu'il est en Algérie et je ne pense pas qu'il soit dans les mêmes conditions que... Voilà. Oui, d'ailleurs, et pas dans les mêmes conditions. Et au Vanuatu aussi. Voilà. Nora Bekkouche, vous avez la parole. Je commence par Mohamed Abdellah. C'est vrai que là, j'ai écouté aussi, j'ai suivi l'émission hier, parce qu'il faut dire, certes, ça a été rapide, en quelques jours. Néanmoins, de par l'émission hier, j'avais cru comprendre qu'il n'y a pas eu appel en référé de la décision administrative. Parce que, vous l'avez rappelé hier et même aujourd'hui, Mohamed Abdellah qui est venu à Harrag, avec un visa touristique, mais il est resté. Depuis, il a fait une demande d'asile politique et il était en situation régulière. Donc jusqu'à même son arrestation, au moment, son titre, là, il était encore valable. Donc moi, hier, j'étais un peu stupéfaite qu'il n'y a pas, même si c'est une décision administrative, pour quelle raison il n'y a pas eu un appel en référé, déjà, parce que justement, il y avait une accélération sur le dossier. Et on la sait Cour européenne a été sollicitée, mais oui, pas... mais on pouvait faire ça en parallèle, mais l'urgence était, parce que d'ailleurs même ils ont dit, extradition ou expulsion, imminente. Donc éminente, il faut faire ça. Je suis médecin, je ne suis pas femme de loi. Néanmoins, je sais que quand il y a des procédures, même contre des administrations, donc on peut aller à la justice. Et quand c'est une urgence, il y a des arguments qui montrent que c'est urgent, il y a le référé. Et le référé, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas d'heure de travail et tout. Donc ça personnellement, ça reste un grand point d'interrogation. La seconde chose, on sait que... peut-être Mohamed Abdellah n'est pas connu par tous les Algériens en Algérie, mais il est très connu par la diaspora algérienne. Et on sait que c'est un dossier politique. Je veux dire, pour le régime algérien, c'est un grand morceau. Donc, le combat devait être judiciaire, oui, mais devait être également médiatique. Quand je parle médiatique, moi je ne parle pas d'ici le Maralibiya, non, je parle des avocats.
Parce que quand c'est un dossier important, il faut des avocats importants, enfin une pointure, comme on dit, qui, dans son carnet, il a la télé, la presse écrite, et donc faire des conférences de presse, faire des... on connaît même pas, on a essayé d'avoir des informations, on n'a pas pu les avoir pendant cette semaine. Donc on a essayé quand même d'agir comme... Donc, moi, je pense quand même il faut aussi être factuel, se remettre en question et aussi les responsabilités. Après, c'est vrai que sur le terrain, il faut dire chacun a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. La diaspora en Espagne algérienne n'a pas été à la hauteur. En France, pareil. Donc là, les responsabilités sont... Donc, bon, c'est fait, malheureusement. C'est pas fini, donc il faut le combat continue parce que pour Mohamed Abdallah, parce que c'est vraiment on peut pas laisser passer ça. Ce qui s'est passé est vraiment très très grave et de la part de l'Espagne. Et en même temps, pour que ça ne soit pas un enfin voilà, un truc qui passe comme ça, comme une lettre à la poste. En Algérie, bien sûr, Mohamed Abdallah doit être soutenu, doit être défendu par des avocats. Il y a eu l'information qu'il y a eu une avocate qui s'est présentée avec lui aujourd'hui, à Sidi Mohamed. Donc voilà, donc il faut vraiment... Mohamed Abdallah, ce n'est pas encore fini. Une grande pensée à lui. Je lui souhaite vraiment que... Rabbi Ma'ah, comme on dit, une grande pensée à sa famille, que ce soit en Algérie ou bien sa famille, sa femme et ses enfants. Je reviens juste par rapport à ce qu'a dit Hassan et puis Anis. Je partage l'optimisme de Hassan, peut-être pas sur les mêmes personnes. Non, mais être optimiste, c'est une chose, mais parfois, quand on a affaire à des personnes qui, voilà, qui sont, enfin, Anis El Khamal l'expliquait, il y a eu des propositions, il y a tout de même eu un rejet d'élection présidentielle, un rejet de constitution, un rejet de... Et le peuple n'a pas spécialement été écouté, même la révolution n'a pas spécialement été écoutée. Parce qu'on on est considéré comme rachis. On n'est pas considéré. Qui peut dire qu'il est citoyen algérien? C'est quoi la citoyenneté? C'est des droits d'abord. Il y a des droits où on n'a pas besoin de les demander. Droit à la liberté de la parole, d'expression. Ça, c'est un droit fondamental qui rentre dans la citoyenneté. On n'est pas personne. Voilà. Donc pour eux, c'est le rachi, il parle, il يهدر, donc خليه يهدر, يخرج, voilà, تشرك الفم من بعيد, comme a dit l'autre. Donc voilà, c'est ça. Mais moi, mon optimisme, parce que premièrement, je suis une combattante, une battante. Donc je peux, c'est debout jusqu'au bout, donc on ne peut pas baisser les bras. Donc on est obligé de garder cet optimisme, mais je garde cet optimisme par rapport, et aussi je fais appel à certains qui sont peut-être pas dans le cercle étroit ou là, qui peuvent faire quelque chose. Des Algériens qui aiment l'Algérie, même pas le peuple, même pas ce rachis. Non, l'Algérie, parce que c'est l'Algérie autant que telle, autant qu'on l'aime, autant que pays, autant que nation, voilà, c'est ça le problème. Et en même temps, cet optimisme est par rapport au peuple, aux hiératistes, aux gens... C'est la question qu'on se posera tout à l'heure. Est-ce que l'appel à cet optimisme que vous faites, et c'est bien, et cet appel un peu où vous êtes convaincu qu'il y a des âmes charitables, si je puis rajouter, vous ne l'avez pas dit, mais au sein des autorités, est-ce que c'est la seule solution? Est-ce que la révolution doit continuer? Peut-être une réaction aussi sur cette panoplie d'informations, cette propagande. Est-ce que d'abord, Hassan Hilache, avec du recul, maintenant, est-ce que, parce qu'avec du recul, le temps a passé, même s'il va falloir des années, voire jamais, pour que sa famille puisse essayer de se soulager de ce moment douloureux, moment inqualifiable, et on en parlait tout à l'heure de son papa, Nordine Bensmaïn, mais est-ce qu'avec du recul, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez derrière cet assassinat, derrière ce lynchage? Alors on a vu quand même des autorités politiques, on est à 90 suspects aujourd'hui rapidement, on a vu quand même des interviews, des interrogatoires devant les caméras, le MAC, le Rachad, le Maroc, je vais très vite.
qu'est-ce que vous voyez derrière? Est-ce que pour vous, ce sont une foule dépassée, colérique, on sort de ses gonds, on est plus humain et on ne sait plus ce qu'on fait? Ou est-ce que derrière, il y a une volonté tout de même, il y a selon vous intimidation, manipulation? Est-ce que tout ça c'était orchestré, prémédité? On n'a pas de preuves, mais c'est des questions qui se posent. Mon intime conviction, c'est que cet assassinat est du même ordre que l'assassinat des presque 200 qui ont été grillés, calcinés, etc. C'est-à-dire on a voulu tuer. C'est-à-dire qu'il y a une frange. Est-ce que c'est une frange du pouvoir, ou est-ce que c'est une frange périphérique du pouvoir, etc. Ou est-ce que c'est des gens qui sont manipulés, etc. Mais il est évident que ce jeune artiste a été assassiné avec la complicité des gens, des services et de la police et des services secrets algériens. Dans quel but? De diviser encore une fois cette région de stigmatiser qu'est la Kabylie avec d'autres wilayas. Dans quel but, selon vous, comme vous l'expliquez? Il y a plusieurs buts que ces gens-là cherchent. Créer de la frayeur. D'abord la confusion, la peur, ensuite effectivement monter les uns contre les autres, donner un avertissement, dire que voilà la Kabylie qui a continué le Hirak alors que ça s'était arrêté partout, il faut la punir, et que cette région-là qui éventuellement serait capable de reprendre le Hirak dès que le problème de la Covid est réglé, et donc on va lui asséner un coup pour qu'elle se relève jamais, etc. Il n'y a pas qu'une seule raison, il y a un faisceau de raisons. Donc évidemment, il y a des jusqu'au-boutistes, il y a des incendiaires, il y a des gens qui veulent absolument, je veux dire, une politique du chaos pour ce pays-là, pensant que c'est comme ça, effectivement, qu'ils reprendront la main sur le pouvoir, sur les institutions, etc., etc. Moi, je suis convaincu qu'il y a une lutte féroce au sein du pouvoir. On le voit d'ailleurs. Il y a des généraux en prison, des premiers ministres en prison, des ministres, des walis, des hauts fonctionnaires, etc. Un jour, c'était le clan, un jour, c'était l'autre. On a ressorti d'autres qui sont rentrés en prison, etc. Donc, il y a évidemment une lutte de clans et on paye cette lutte de clans. Je pense que quel que soit le clan gagnant, il finira par avoir besoin de ce peuple-là, de négocier avec ce peuple-là, de revenir à la raison, parce que cette politique-là de la surenchère, de la violence institutionnelle, etc., ne peut pas durer, parce que l'Algérie a des comptes à rendre au niveau du voisinage, au niveau international, par rapport à son peuple, par rapport à l'économie qui est en train de s'effondrer. Il y a plusieurs paramètres qui font que l'Algérie est aujourd'hui désignée du doigt. On ne peut pas aujourd'hui avoir la politique de Bachar el-Assad qui a conduit à la ruine de son pays, à force de ne pas céder, etc., de croire que la seule solution, c'est la solution militaire, c'est la solution de la violence, c'est la solution de l'injustice, de l'autisme, du refus total de l'écoute, du dialogue, etc. À force de cela, la Syrie aujourd'hui est revenu des siècles en arrière. Aujourd'hui, c'est un pays qui ne compte plus sur l'échiquier mondial. Donc, les enfants de l'Algérie ne veulent pas de ça. Les enfants de l'Algérie, on les a vus, ils ont convergé de toutes les wilayas vers la Kabylie et on a vu comment ils ont été accueillis, comment il y a ce dialogue à la base, comment il y a des appels à l'apaisement, des appels au calme, des appels à l'aide. C'est aussi, il y a la révolution, mais il y a aussi vous reprenez juste derrière, et là, il y a la solidarité aussi qui fait peur, et c'est bien de le souligner parce que c'est vrai qu'on a toutes ces régions qui ont convergé vers la Kabylie, et puis aussi la Kabylie a convergé, cette région de Kabylie a convergé vers d'autres wilayas sur ces dernières années, notamment là, ces dernières semaines, dans le cadre de la Covid-19 pour aider ses frères et sœurs de d'autres wilayas, notamment la région oranaise ou Alger. La question que je vais vous poser derrière, vous êtes algérien d'origine kabyle de cette région, pourquoi la Kabylie fait-elle peur? Est-ce que pourquoi à chaque fois elle est quand même dans les dossiers, notamment
dans le MAC peut-être pour diviser les Kabyles entre eux, peut-être faire peur à... Enfin, c'est la question que je vais vous poser. On va regarder le NTV, lapsus révélateur, amalgame. Vous allez entendre ici donc le journaliste qui nous parle de régions terroristes, que les jeunes notamment appartiennent à une région terroriste. Il y a eu un démenti il y a quelques heures. Ce n'est pas le terme de région, mais c'était surtout le terme d'organisation. Et la question que je vais vous poser derrière, est-ce que c'est pas à peu près la même chose? من الوطن من بينهم 3 نساء ويواجه المتهمون في هذه القضية عدة تهم منها القتل العمدي والتنكيل بالجثة وحرقها الاعتداء على مركز شرطة والانتماء إلى منطقة إرهابية وأعمال تخريب تمس أمن الدولة. Voilà, donc là vous avez en arabe le démenti, hein, notamment. Alors le journaliste en question a été sanctionné, et puis là il y a un démenti qui fait que, voilà, on nous dit clairement, c'est un lapsus, en tout cas on s'est trompé, on est désolé, et on voulait parler d'organisation. C'est un terme bien sûr qui est revenu sur le MAC, je le rappelle, et Rachat. Et là, on parle plus de Kabylie, organisation terroriste. Une réaction là-dessus, Hassan Herash. Et pourquoi cette Kabylie, elle est tout le temps dans le... Elle fait peur. C'est vrai que c'est elle aussi qui a réussi à continuer le Hirak, parce que peut-être que les autorités politiques n'ont pas accès aujourd'hui facilement avec l'histoire. Et vous réagirez, Nora Kebouche et Anis El Khama, juste derrière. Je pense que c'est une région d'abord qui est sociologiquement est une région très importante, hein. Je rappelle qu'historiquement, en 1830, quand les Français sont arrivés, ce qui est devenu l'Algérie, la Kabylie représentait 50% de la population. Je dis bien 50% de la population. Et la Kabylie allait de Chlef jusqu'à Annaba. C'est-à-dire le Dara, le Zakar, l'Atlas blidéen, les Bibans, les Babors, le Djurdjura, la corniche qu'on appelle la corniche kabyle, qu'on appelle maintenant la corniche djidjélienne, etc. Tout ça, c'est la Kabylie. Et c'est après le capitaine Karet qui a divisé déjà la Kabylie, parce que justement, c'est une région rebelle qui est revenue à ce qu'on appelle la Kabylie proprement dite, c'est-à-dire qu'il a charcuté la géographie en enlevant l'Atlas blidéen, le Dahra, le Zakar, la corniche kabyle, etc., de la Kabylie, et en divisant même après le cœur de cette Kabylie, qu'il a appelé la Kabylie proprement dite, en mettant la région de Vgaït, de Béjaïa vers Constantine, la région de Tizi Ouzou vers Alger. Donc, cette division-là, évidemment, a créé une espèce de méfiance. On a vu comment elle a justement été le bastion de militantisme. Dès 1926, 9% des militants qui avaient créé l'étoile nord-africaine, c'était des Kabyles, et c'est eux qui ont fait appel à Messa Ali Hadj pour justement élargir le combat à l'ensemble de l'Algérie, absolument. Non, je dis 9 sur 10 des militants. 9 sur 10 des militants. Ah, pardon. 9 sur 10 des militants de l'étoile nord-africaine, c'était des Kabyles autour de Amar Imash, Sidjilali, etc. Et donc, ils ont fait appel à Messa Ali Hadj justement pour élargir la base militante. Ensuite, il y a eu le PPA-MTLD. Il suffit de lire les livres de Mohamed Harbi pour voir que 70 à 80% des militants, c'est des Kabyles. C'était pareil pour le démarrage de la guerre de libération nationale. L'appel du 1er novembre 1954 s'était fait à Ewareyan et Relémoula, le congrès de la Soumane, ainsi de suite, les opérations jumelles. Donc la Kabylie a concentré effectivement une espèce de peur pour tous ceux qui gouvernent, aussi bien du temps des Turcs, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que même le petit royaume de Koukou avait pris le pouvoir contre la régence turque avant l'arrivée des Français, et donc il y avait une espèce de guerre. Je termine juste par rapport à ce développement-là pour répondre à votre question. Donc, par rapport aux pouvoirs centraux,
de la régence turque jusqu'à aujourd'hui, en 2021, la Kabylie a constitué un bassin, effectivement, contre le pouvoir central pour réclamer l'égalitarisme, pour réclamer la démocratie, pour réclamer la possibilité de prendre en considération les institutions locales et régionales, etc., pour revenir à la démocratie de proximité. Donc, et ça ne m'étonne pas qu'on nous traite de terroristes. Vous savez, on a traité en 1985 Abd Nour Ali Yahya de terroriste. Ceux qui avaient créé la Ligue algérienne des droits de l'homme en 1985, ils étaient traités de terroristes. Ouais. Abd Nour Ali Yahya et moi, avec dans les zones. C'est juste que le temps passe et voilà, pensez vraiment aux uns et aux autres. Je le dis toujours avant l'émission et je sais qu'on pourrait tous les uns et les autres s'entendre pendant des heures. Peut-être une réaction et puis aussi je vous fais réagir sur le fait que maintenant, depuis plusieurs jours, c'est vraiment ça, la télévision, on ne voit que ça. Est-ce que derrière, c'est peut-être pour que les autorités ne se préoccupent pas et ne soient pas confrontées au quotidien des Algériens, parce que c'est la rentrée, il y a vraiment un quotidien difficile. Qu'est-ce qui se cache derrière aussi toute cette panoplie, vous le disiez tout à l'heure, Nora Kabouche, de rebondissements d'informations à la télé, le Maroc, le MAC, Rachad, des détenus, Alors, vous avez dit beaucoup de choses, donc je vais essayer de reprendre de manière succincte. Pour le cas de l'Espagne, on ne va pas en parler en détail du dossier, parce que je l'ai pas mal expliqué. Surtout qu'on aura l'occasion par la suite de parler du dossier. Là, c'était vraiment un peu la manière dont ça s'est fait rapidement. S'il est 20h34, je voudrais vraiment vous entendre. La juge était en vacances. Donc, ils n'ont pas le droit normalement d'expulser quelqu'un, alors que la juge était en vacances tout simplement. Deuxièmement, il y a un passif. C'est-à-dire, si c'était la première fois, on va se dire, OK, peut-être qu'il y a une erreur administrative. Brahim L'Alami a été refoulé des côtes espagnoles. Donc, à un moment donné, quand c'est la deuxième fois comme ça, on se dit que l'Espagne est complice et qu'elle a fait des choses, normalement, à l'encontre du droit international. Qu'ils aient bien géré le dossier ou pas. Ils l'auraient quand même expulsé, je pense. J'appelle tous les militants politiques à nous aider à faire juger l'Espagne, parce que pour moi, il faut faire juger l'Espagne. Au niveau européen, au niveau mondial, il faut que l'Espagne paye. En tout cas, répondre. Ah non, qu'ils répondent, c'est une chose, mais qu'ils payent leur soutien à un régime dictatorial parce que l'ONU est très claire sur ça. On ne peut pas expulser quelqu'un dans le droit d'asile, on ne peut pas expulser quelqu'un vers un pays où la loi qui permet de condamner à mort existe encore, même s'il y a eu un moratoire dans les années 90. Bon, on va laisser ce sujet de côté, peut-être qu'on pourra y revenir. Par rapport à Ben Smaïn, très rapidement, moi je me mets toujours en porte-à-faux par rapport à vos propositions pour qu'on puisse compléter, pour avoir un tableau beaucoup plus grand. Et j'ai toujours un peu de difficulté à dire que voilà, ils l'ont tué, etc. Moi je préfère rester dans un truc plutôt général, laisser toutes les options ouvertes. Et un peu comme le chat de Schrödinger en physique quantique, laisser le chat mort et vivant à la fois. Et donc du coup, quand bien même il n'y a pas eu de meurtre ou de complot, j'incombe quand même la responsabilité au régime. Pourquoi ? Parce que si les personnes qui étaient en colère, et je peux les comprendre à de tous les incendies, du fait qu'ils étaient abandonnés, du manque de moyens, du manque de canadair, et cumulés en plus à la crise de Covid, des problèmes économiques, etc. S'ils avaient confiance en la justice, s'ils avaient confiance que dans leur pays, il y a une justice juste, certains ne se seraient pas emportés. Certains n'auraient pas justifié, et c'est vrai que certains sur les réseaux sociaux... Oui, puis s'il y avait eu des moyens, on n'aurait pas vécu cette scène-là. Toutes ces scènes qu'on a pu voir à Djidjel, à Annaba, en Kabylie, à Tizi Ouzou, absolument. L'incompétence dont je parlais tout à l'heure, elle est là, elle s'exprime dans ça. C'est-à-dire que si on avait des canadaires, des moyens, l'ampleur des dégâts aurait été moindre, premièrement. Deuxièmement, s'il y avait une justice qui était juste, les personnes ne seraient pas dans ce climat-là de colère que je peux comprendre, que je n'excuse pas, je ne justifie pas, je condamne fermement ce meurtre atroce et cette mise en scène aussi macabre qui a eu lieu après. Mais il faut rappeler que la psychologie, et surtout la psychologie sociale, nous apprend depuis les expériences de Stanford avec Zimbardo et de Milgram sur la soumission à l'autorité, que tous les peuples du monde, tous les humains, sont capables de devenir des meurtriers. Dans des circonstances, et c'était des travaux qui ont été faits après le livre de Hannah Arendt sur le procès Eichmann, donc après la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde soumis à un système dictatorial, à une autorité très forte qui était l'autorité des nazis,
ou un état d'anomie, ce qu'on appelle un état d'anomie en sociologie, c'est-à-dire une perte de repères liés à une situation extrême, tout le monde peut devenir meurtrier. Tout le monde, les gens de Tamnas, les gens de Kabylie, les Marocains, les Suédois, même ceux dont on parle qui sont dans des pays soi-disant civilisés. Soit dit en passant, on ne va pas faire une étude socio-psychologique sur ça, mais même si ça serait intéressant, il y avait un climat extrêmement anxiogène. Il faut rappeler qu'il y a eu beaucoup de vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux disant voilà, on a vu une voiture qui ne portait pas de matricule, une autre voiture avait de l'essence dedans, les gens ne savaient plus où donner de la tête. Et tout ça était du fait du régime. Parce que souvent, ça venait de faux comptes. Souvent, bien sûr que le drame est à condamner et je laisse toutes les options ouvertes comme je l'avais dit, mais le régime a aussi joué, sans mauvais jeu de mots, au pyromane et fait une crise à l'intérieur. Information importante, il ne faut pas oublier que lorsqu'on doit, il y a des millions de manifestants dans les rues et que la police doit extirper un individu, ils le font facilement. Parce que la question qui s'est posée, c'est pourquoi il s'est retrouvé tout seul. Sauf que dans les manifs, ils sont en mode silmi, alors que là, ils étaient très en colère. Hein. Oui, d'accord, mais bon, entre le... Ils auraient pu le prendre dans un véhicule banalisé. Oui, puis il est devant un commissariat. Enfin, c'est des questions qui se posent. Il est devant un commissariat, entre le lynchage et malheureusement le fait qu'il soit incendié. Moi, je comprends les questions. Je fais exprès de mettre en porte-à-faux pour ouvrir d'autres perspectives et d'autres visions des choses. Mais c'est encore une expression de l'incompétence et c'est aussi le climat anxiogène qu'a imprimé le régime. Parce que, et on le sait aussi depuis la radio des 1000 collines au Rwanda, lorsqu'on dissémine des messages de haine dans les ondes radio et dans comment dire, et de propagande et de complotisme et d'incertitude, bah, les gens deviennent fous parce qu'ils ne savent pas où donner de la tête. Mais pour me faire le porte-parole des réseaux sociaux, beaucoup d'Algériens, d'Algériennes aussi, c'est vrai qu'ils parlent de crimes sur les incendies parce que le président a attendu 3 ou 4 jours avant d'amener des Canadair. Là, on se demande pourquoi il est devant un commissariat et qu'il n'y ait pas les gendarmes qui débarquent. Ce que je veux dire, c'est que même s'il n'y a pas eu de crime direct, la responsabilité, il n'y échappe pas non plus. C'est ça mon propos. Qu'il y ait eu un crime direct, on va peut-être le savoir un jour, j'espère, mais qu'il y ait une responsabilité claire de la part de ce régime par son incompétence et par le fait qu'il dissémine des théories du complot et une situation, comment dire, de déstabilisation, il a la totale responsabilité de ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Nora. Alors, je reviens un peu, je vais essayer un petit peu vite. Anis n'a pas arrêté de parler d'incompétence. Elle y est, mais pas que. On ne peut pas tout mettre sur le dos de l'incompétence de ce régime. Il y a de la diversion. Tous ces sujets, tout ce qui se passe. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche absolument. Non, mais j'ai dit voilà, il n'y a pas que. Il y a de l'incompétence. Sauf que parfois, l'incompétence, ça veut dire qu'on fait les choses avec innocence, on ne sait pas trop. C'est pour ça que j'ai dit. Parfois même la diversion, c'est fait avec incompétence. Aussi, bien sûr, absolument. C'est pas parfois, c'est souvent. Tu vous reconnais bien. Non, mais c'est un cocktail, effectivement. C'est un cocktail. On a de la diversion. On a de l'incompétence. Après, hein, vous faites là le verre et vous mettez tout. Incompétence, diversion, préméditation, perversité, cruauté, division. Oui. Parce que diviser pour mieux régner, parler de la région de la Kabylie. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans un... Voilà, c'est un cocktail explosif qui est là pour mettre... pour le chaos, pour vraiment... C'est la libanisation de l'Algérie. Voilà, donc dans tous les domaines. Je veux dire, les Algériens, ils ont compris, c'est terminé. Depuis des semaines, on a devant des journées de télévision avec que ces problèmes-là. Mais les Algériens ont compris, il y a un pays uni. Enfin, c'est la réalité. Ils ont compris qu'ils ne rentrent plus là-dedans. Mais on a un régime, des autorités qui continuent tout de même. Mais justement, parce que c'est comme on a commencé avec... Si on reste factuel et on prend un peu comment les choses se déroulent, je pense que ce régime même, il est étonné qu'après tout ça, comment ce peuple reste aussi solidaire. Et ça, c'est vraiment, comme on dit en arabe, marbat al-faras. C'est vraiment, c'est là où, je ne sais pas comment le traduire en français, mais c'est ça le problème. C'est ça qui pose problème au régime, à l'état actuel des choses. C'est cette solidarité entre les Algériens. Parce que
la France, pendant le colonialisme, ce régime-là, depuis 62, toujours, il se base sur un seul mot d'ordre. De Gaulle, quand il est là, son fameux discours en 58 là aux Algériens, c'est diviser pour mieux régner. Le peuple, le hirak, la solidarité, le peuple fait peur. Oui, absolument. Moi, ça, c'est une conviction parce que face à la crise sanitaire, c'est vrai qu'il y a eu ce mouvement de solidarité, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit ici dans la diaspora. Puis ce qui était intéressant, c'est que c'était porté par beaucoup du réseau du Hirak. Oui, la majorité, c'était des gens du Hirak. Mais c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est que c'est les hirakistes qui sont dans ce mouvement, qui sont en train de les médicaments, les concentrateurs, c'est ces jeunes hirakistes, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. D'ailleurs, même au début, ils ont dit qu'ils allaient faciliter un peu l'acheminement des concentrateurs, des médicaments et tout. Et après, quand ils ont vu, ils ne s'attendaient pas à une telle solidarité, ils ont commencé à mettre les bâtons dans les roues. Donc ça, c'est pour aller vite. Après, pour la Kabylie, aussi, c'est vrai que le Hirak a continué, il n'y a que la suspension des marches, mais la Kabylie... Alors, je rappelle quand même que Alger a été fermé avec des répressions. Voilà, c'est aussi malheureusement, c'est difficile de fermer la Kabylie, oui, parce qu'au fait, le travail, et là, on revient un peu au travail... c'est pour dire que les Algérois voulaient continuer, ils avaient envie de continuer, mais à un moment donné... Même ailleurs. Même ailleurs, à un moment donné, on ferme une porte, 2 portes, 10 portes, 20 portes. Moi, je vais vous dire, très franchement... Alors, je vais juste vous donner la parole, parce qu'il est 44, tous les trois. Juste peut-être une réaction, si vous le souhaitez, sur le ministre des Affaires étrangères, donc Ramzan Lamamra, qui a annoncé que les relations diplomatiques étaient terminées, c'est rompu avec le Maroc. Et puis aussi, toutes ces chaînes de TV, Arabia, Jazair One, Lina TV, France 24, voilà. Est-ce qu'il existe réellement des chaînes privées en Algérie? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces fermetures? Vous pouvez réagir sur ces 2 sujets ou autre chose. Vous avez la parole, il nous reste 8 minutes. Je vais vous dire, de toute façon, un des objectifs du pouvoir, c'est essayer de couper l'information. En arrêtant les youtubeurs, en essayant effectivement de couper la parole à tous ceux qui peuvent éventuellement avoir un discours qui n'est pas celui du régime ou de ses alliés. Mais ce que je voulais dire, et ça rentre absolument dans le cadre de votre question, c'est que l'Algérie officielle aujourd'hui, du moins les clans qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils utilisent exactement les mêmes méthodes que l'armée coloniale. L'armée coloniale, elle a commencé par quoi? Elle a commencé par monter les Kabyles contre les Arabes. Elle a commencé par monter les gens des montagnes contre les gens des villes. Et quand ils ont constaté que la solidarité existait encore, que de toute façon, cette politique-là n'avait pas marché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des déplacements de population. Des villages entiers ont été déplacés à des centaines de kilomètres pour briser les chaînes de solidarité. La Djema, après la révolte de 1871, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et on dit, vous continuez la Djema à une seule condition, les mines du village doivent être rémunérées par l'administration coloniale. C'est exactement ce qui s'est passé avec le fameux communiqué de l'ambassade d'Algérie. Il dit, vous pouvez donner effectivement de l'aide là, mais à condition que ça passe par nous. Donc on utilise les mêmes méthodes. Donc, pour le Maroc, le but, c'est peut-être indirectement d'opposer les peuples. Mais De Gaulle avait rompu les relations diplomatiques avec la Hongrie parce que la Hongrie avait mis la première radio, parce qu'on le sait très peu, avait mis la première radio au bénéfice du FLN, avant même la radio Sawt al-Arab du Caire. Donc, ils ont menacé effectivement non seulement de la rupture diplomatique avec la Hongrie, mais ils ont menacé d'opposer le veto de la France pour qu'elle ne soit pas admise à l'ONU.
Donc on est en train d'utiliser exactement les mêmes méthodes. Les accusations de terrorisme. Le FLN était accusé, justement, les combattants étaient accusés de terrorisme. Le vrai FLN, hein, enfin Mais- le vrai. Oui. Oui, l'ALN était accusée par l'administration française de terroristes. Et puis, à l'indépendance, les militants du FFS, les militants de droits de l'homme, etc., étaient toujours et sont toujours accusés de terrorisme. Aujourd'hui, Anis on accuse le Selkhamar. MAC et Rachat de terroristes. C'est exactement les mêmes même méthodes. procédé. On essaye aussi de cibler un certain nombre de gens. Et ben, c'est comme ça que l'armée coloniale a Selkhamar. ciblé de la même façon. Alors, par rapport à la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, c'est une catastrophe. J'ai toujours dit, pour simplifier, que à l'heure où l'Europe essaie de se former en bloc... C'est extrémiste, c'est abusé pouvoir comme faire relation, comme décision. Ou est-ce que c'est nécessaire? Mais en fait, il faut toujours remonter, il ne faut pas voir le symptôme, il faut remonter à la cause de la maladie. La cause, c'est que le régime algérien et le régime marocain se justifient entre eux en se disant, et j'ai toujours dit, je le répète, et je l'ai dit sur ce plateau plusieurs fois, si le régime marocain n'existait pas, le régime algérien l'aurait inventé, et inversement. Le régime marocain a besoin de se justifier aussi, de dire non, on a la question du Sahara pour faire taire les opposants au Maroc, et ça a toujours été ça depuis Hizb al-Istiqlal, etc. Donc, c'est pas nouveau. L'Algérie fait la même chose. Pour résumer, je donne souvent cet exemple-là, un pays de 44 millions d'habitants ne peut pas faire face à la Chine ou aux États-Unis ou aux défis mondiaux. On est obligé d'être au moins une grande entité de 100 millions d'habitants et comme par hasard, en fait, c'est la somme des habitants qui sont en Afrique du Nord ou du moins dans la région qu'on appelle Maghreb. D'autres pourront l'appeler comme ils veulent. Pour moi, il faut être pragmatique et qu'on fasse avancer les choses. À moins d'une intégration régionale forte dans cette partie-là du continent africain, nous ne pesons rien. Quand bien même nous avons une forte armée, la deuxième armée en Afrique, nous ne pesons rien. Il est impératif pour améliorer le cadre de vie des Algériens, pour avoir une force de dissuasion politique, géopolitique, pour avoir une puissance de négociation face à l'Europe, pour pouvoir peser devant la Chine qui compte 1,5 milliard d'habitants et qui est en train de faire le projet de la nouvelle route de la soie, dans lequel elle est en train d'acheter des ports et de faire valoir ses intérêts. On ne peut pas réfléchir avec un logiciel de guerre froide. Il faut rappeler que le cas du Sahara occidental, pour moi, est un cas de conflit de guerre froide dans laquelle l'URSS était impliquée. Que viennent faire des soldats cubains qui sont antillais en Afrique du Nord pour combattre? Enfin, je veux dire, le mur de Berlin a chuté en novembre 89. Il faut que le régime algérien et le régime marocain fassent une mise à jour de leur logiciel politique et se disent que la guerre froide est finie. Maintenant, il faut réfléchir au bonheur du peuple sahraoui. Et j'ai toujours dit, et je finis sur ça, qu'à problème maghrébin, solution maghrébine, et qu'il faudrait faire intervenir et faire une réunion entre tous ces pays-là, y compris avec le Front Polisario, pour trouver une solution. Et je défie les gens qui me disent, quand je tiens ce genre de propos, que je suis financé par le Maroc, de trouver 1 centime de financement du Maroc ou de la France ou d'Israël. Sinon, vous faites partager. Donnez des preuves, parce qu'à chaque fois, on me traite de pro-marocain. Je suis désolé. Pardon. De toute façon, on parle à des gens qui sont bornés, qui sont dans l'or. Ça ne sert à rien du tout. Tant qu'on a ce régime-là, il faut dire ça, c'est... Ce régime-là est un régime destructeur pour lui-même, d'ailleurs, pour le peuple, pour l'Algérie et pour la région. Donc, la solution, c'est le peuple, c'est la révolution. Ah, absolument. Moi, je crois dans le peuple, dans l'Algérien qui aime l'Algérie, qui aime son algérianité et qui croit dans l'autre. Peu importe qu'il soit en Kabylie ou à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, voilà. C'est l'Algérie pour les Algériens. Ah bah c'est la première fois que vous avez pris 40 secondes. Ah bah oui, j'essaie Messieurs, d'être c'est pas rapide. très fair-play. Hassan Helaj, 15 secondes. 15 secondes. J'ai Montréal qui va envoyer le générique. Donc. Très franchement, moi je pense que la solution en Algérie est que les généraux, je dis bien des généraux de l'armée et des services, arrêtent leur guéguerre, qu'ils puissent avoir un dialogue entre eux, qu'ils arrêtent de se mettre en prison, de se menacer, de s'invectiver, qu'il y ait un dialogue entre eux. Et à partir du moment où il y a un dialogue entre eux, je suis convaincu que ça peut déteindre sur la silmia dont
tout le pays. Merci infiniment. Voilà, le Hirak qui continue à faire peur et on l'a compris encore aujourd'hui. Anis El-Qama, merci, psychologue, militant politique. Hassan Hirash, militant politique économiste. Mohamed Lamine Chiban, médecin en Algérie. Merci pour toutes les précisions. Médecin hirakiste. Nora Bekouche, ce fut un plaisir. C'est une première pour moi. J'espère avoir une autre fois l'occasion de vous inviter. Ramzan, Ahmed et puis qui c'est que j'ai en régie? J'ai aussi Abdellah. Merci à Nesrine Tourki de l'avoir préparé à mes côtés. Je vous donne rendez-vous normalement demain soir pour un nouveau numéro de Microscope. Bonne soirée à tous.